Bonjour à tous, bienvenue à ces matinées de la justice du CRDP. Permettez-moi d'abord de vous accueillir et de remercier les organisateurs. En premier lieu, le directeur du CRDP, Nicolas Vermès, qui est ici dans la salle. Merci au coordinateur Sylvain Lafleur, qui est aussi le coordinateur de notre programme scientifique de cette année, qui est axé sur la technologie. Et on va passer tout de suite aux deux conférenciers qui, comme le rituel le prévoit, vont échanger sur la politique de l'innovation et réfléchir sur la question de la possibilité, d'une faisabilité d'une politique nationale de l'innovation. Alors, je vais les présenter brièvement par ordre d'apparition à votre écran, puisque l'ensemble de l'audience est en format hybride, mais vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. D'abord, mon collègue Richard Gould, qui est directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle, qui est James McGill Professor à l'Université McGill, toujours, et qui œuvre depuis très longtemps sur les questions de biotechnologie et qui est membre associé au département de génétique humaine et qui va nous faire part de ses différentes réflexions sur l'innovation dans une perspective canadienne. Et puis, notre invité, qui nous vient de Charlotte, où il passe une quasi-sabbatique, donc non loin de chez nous, professeur Banctin, qui nous fait l'honneur, le plaisir de nous visiter ici à l'Université McGill, à l'Université de Montréal, faut pas que c'est quand même mon alma mater. Et professeur Banctin est agrégé des facultés et professeur à l'Université de Poitiers. Parmi ses nombreux ouvrages, on retiendra le droit de la propriété intellectuelle qui en est à sa 7e édition et qui est un ouvrage de référence que je donne à mes étudiants, au moins la partie introductive. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Richard Gould. Professeur Gould, c'est à vous. Merci à tous. Merci pour cette invitation. J'ai un PowerPoint, alors si je peux avoir la possibilité de partager. Oui, je vais. Très bien. Merci. J'attends toujours ça. Oui, ça va prendre 2 minutes, Richard. Alors, je vais commencer peut-être sans PowerPoint. Et puis, voilà. Alors, ce que je veux présenter, c'est vraiment, est-ce qu'on a besoin d'une politique d'innovation au Canada? Alors, la réponse est oui. Mais pourquoi? Alors, je vais parler un peu des statistiques autour de l'innovation au Canada et ailleurs, mais surtout au Canada, et d'identifier le point molle dans notre système, et c'est vraiment l'investissement du secteur privé. Et puis, après, je vais présenter une approche un peu différente qu'on a développée. C'est le partenariat de la science, pour la science ouverte. Et je vais donner 3 exemples canadiens pour présenter cette idée. Alors, j'espère que vous pouvez voir mon PowerPoint. Pour commencer, où se trouve le Canada? On se trouve avec une note de C selon the Conference Board of Canada. Et ça c'est vrai depuis des décennies, en fait. On n'est pas aussi productif que d'autres pays qu'on voit comme innovants, comme la Suisse, les États-Unis. Même moins performants contre le Japon, etc. Alors, mais il y a d'autres pays qui sont un peu semblables. Mais où on est vraiment faible, c'est dans l'investissement du secteur privé. Alors, la ligne rouge en bas, c'est le Canada. Et on voit que tous nos concurrents, tous les pays concurrents, ont augmenté entre
pendant les derniers 20 ans, l'investissement du secteur privé dans l'innovation, dans la recherche. Et puis le Canada, en fait, on a tombé. Et ça, c'est un problème ça ne dépend pas du gouvernement, du parti au pouvoir. Ça dure depuis des décennies. Et on peut voir l'effet sur l'économie, c'est vraiment dans la productivité des individus. Alors, pour chaque heure qu'on travaille, on est moins performant que les États-Unis ou l'Allemagne. On est un peu mieux que le Royaume-Uni, mais ce n'est pas très performant. Et il y a deux aspects de ce manque de productivité. Un, c'est le manque d'investissement pour accepter, adopter des innovations pour augmenter la productivité. Et deuxièmement, c'est l'investissement dans la recherche et le développement elle-même. Et dans le secteur de la pharmaceutique, c'est vraiment évident ce problème. Depuis les dernières 25 années, on voit une diminution d'investissement des compagnies pharmaceutiques dans l'économie canadienne. Et pour ceux qui sont canadiens, peut-être vous vous souvenez que dans les années 80, les compagnies pharmaceutiques ont donné une promesse qu'ils vont investir 10% de leur retour dans la recherche. Mais ça a duré quelques années. Mais depuis l'année 2000, on voit une diminution assez importante et on est à un niveau maintenant qui est beaucoup plus bas d'où on a commencé. Alors, en 1988, il y avait un système de licence obligatoire, licence d'office. On n'était pas des membres ni de NAFTA, ni du TRIPS, EPIC. Et puis, on a changé nos lois autour des brevets. On a donné beaucoup plus de pouvoir aux compagnies pharmaceutiques, mais l'investissement n'a pas suivi. Et ça, c'est une autre façon de le voir. Pendant que les autres pays augmentent, en fait, le montant d'investissement, nous, ça continue de diminuer. Alors, ce n'est pas notre système de propriété intellectuelle, ce n'est pas nos universités parce qu'on est assez performant, mais c'est vraiment le manque d'investissement de l'industrie. On peut voir cela également dans la façon que nous construisons notre politique autour de l'innovation. C'est vraiment d'investir dans les universités avec l'espoir qu'une entreprise va prendre une licence de cette technologie et de développer au Canada. Mais même aux États-Unis, qui est 10 fois plus grand, où les investisseurs se trouvent dans un nombre beaucoup plus important que chez nous, c'est vraiment très peu d'universités qui octroient des licences et ont des retombées économiques. On peut voir ici une autre façon de voir la situation, c'est Northwestern. En 2016, qui avait le plus grand nombre, mais c'est très peu d'universités. Au Canada, c'est encore pire. Il y a très peu d'universités qui ont des retombées économiques. Très peu de licences qui sont octroyées. Quand il y a des licences, c'est plutôt à l'étranger pour des entreprises étrangères. Alors, ça ne donne absolument rien au système canadien d'innovation. Tout est l'investissement de l'université n'aboutit pas à un retour économique ou de l'investissement dans l'innovation. Alors,
ce qu'on a au Canada est une stratégie, une politique de science. Ça, c'est l'investissement dans la recherche plutôt université, collégiale également. Et à l'autre bout, on a une stratégie industrielle. Dans quelle sorte d'entreprise est-ce qu'on investit? Mais ce qu'on manque, c'est le milieu. Et ça, c'est vraiment la politique d'innovation qui a plusieurs composants et selon différentes heures, on a différentes approches. Mais ça, ce que j'ai mis sur le PowerPoint, c'est vraiment plus ou moins les sortes de politiques qui encouragent l'innovation. Alors, c'est un investissement direct dans les entreprises pour les encourager à investir dans la recherche. C'est avoir des personnes qui ont la formation nécessaire pour développer la technologie ou pour l'adopter. Des politiques autour de l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est là où il y a un manque de politique, soit au niveau fédéral, soit au niveau provincial. Et cette manque a pour l'effet un investissement privé qui est trop petit. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment une approche différente. Si on continue à suivre les politiques des derniers 30-40 ans, on va avoir un C pour l'innovation dans le futur. On aura un investissement beaucoup trop petit. Alors, je vais parler d'une sorte de stratégie qui est vraiment une stratégie d'innovation qui tombe qui ajoute quelque chose au Canada, qui est entre une stratégie de recherche et une stratégie industrielle, qui est vraiment une stratégie d'innovation, qui touche sur ces 4 éléments, des incitations pour la recherche, la création du personnel qui est bien formé, des politiques autour des collaborations, surtout des collaborations entre le privé et le public, et les standards. Et je vais te donner 3 exemples. Un, c'est le Structural Genomics Consortium. C'est en fait ça vient de l'Angleterre, mais le plus grand campus, c'est à Toronto, à l'Université de Toronto. Commencé il y a 20 ans à peu près. C'était formé par des compagnies pharmaceutiques, GlaxoSmithKline en particulier, mais également des Genome Canada, Genome Ontario, alors financement fédéral, un investissement également des philanthropies, le Wellcome Trust en particulier. Alors, à peu près un quart de l'argent venait du privé, le reste venait soit du gouvernement ou des philanthropies. Il y a 20 ans, le but était de déterminer la structure en 3 dimensions des protéines pour aider aux compagnies pharmaceutiques de développer des médicaments. Et tout était mis dans le public, toutes les informations, etc. Il n'y avait pas de brevet, il n'y avait pas de protection qui avait pour l'effet que les autres ne pouvaient pas utiliser l'information ou développer leurs propres médicaments. Depuis, ils ont élargi l'étendue de ce projet. Maintenant, ils fabriquent des probes, je ne connais pas le mot en français, pour accélérer la recherche. Et récemment, ils sont allés dans la direction de l'intelligence artificielle parce que les informations qu'ils ont créées était important pour le développement de DeepMind, pour AlphaFold
qui est une modèle d'intelligence artificielle qui prédit en fait la structure des protéines. Deuxième exemple, un peu plus tard, ça a commencé en 2016 à peu près, alors 7-8 ans. C'est le hôpital neurologique à McGill, où il y a 8 ans, ont décidé d'adopter une approche complètement science ouverte. Pas de brevet, même dans les ententes avec leurs partenaires privés. Toutes les informations étaient divulguées au public. Alors, il y a certainement des questions de qualité, etc., mais toutes les informations est publiques et ils ont des bases soit de données ou biologiques qui partagent avec des chercheurs, des industries et sans avoir aucune protection en propriété intellectuelle. Depuis 2016, quand ils ont commencé, ils ont vu une augmentation significative dans l'investissement du privé, surtout des entreprises pharmaceutiques qui sont intéressées par le fait qu'ils peuvent accéder à ces informations d'une façon plus rapide et sans barrière. Pardon. Une augmentation d'intérêt des étudiants qui viennent étudier au neuro, également des jeunes chercheurs, et puis de la philanthropie. Ça a augmenté, je crois, à peu près 5 fois. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour voir s'ils vont développer des médicaments en sciences ouvertes. Ça prend une vingtaine d'années. Mais au moins, les partenaires, les acteurs dans le secteur sont très intéressés. Ils ont pu augmenter d'une façon significative les investissements. Et puis, le plus récent de ces expériments, c'est Conscience. C'est une nouvelle entreprise à but non lucratif qui vient de gagner une subvention de 49 millions de dollars du gouvernement fédéral et une autre à peu près 55 millions de dollars du privé, philanthropie universitaire, etc. C'est une entreprise qui a pour but de créer un environnement de découverte de médicaments en sciences ouvertes. Il concentre sur des marchés où le marché ne fonctionne pas assez bien pour encourager l'innovation. Alors, les domaines sont antimicrobial resistance, la préparation pour la prochaine pandémie, des rare and pediatric diseases. Je n'ai pas ma traduction de ces concepts. Alors, c'est 4 domaines, pardon, où le secteur privé n'investit maintenant pas beaucoup, où ils ont investi dans le passé, mais pas récemment. Et un exemple, c'est dans le domaine où le neuro fait la recherche, les maladies neurodégénératives. Puis, Conscience entre dans le domaine de la intelligence artificielle en créant des standards. Un des problèmes est qu'il y a des milliers de compagnies qui proposent ou disent qu'ils ont le modèle parfait de prédire des médicaments dans le futur. Mais on n'a aucune idée si ça fonctionne. Il n'y a aucune façon qui existe maintenant pour déterminer si les prédictions d'une compagnie X ou Y seront performantes. Mais Conscience
vient de développer une façon de créer des standards, de créer des benchmarking dans ce domaine. Alors, ils ont une concours qui s'appelle CACHE, C-A-C-H-E, et puis les premiers résultats seront divulgués, je crois, le 15 janvier qui vient. Et ils identifient une protéine humaine, cette fois c'est LARC2, qui est liée au Parkinson's. Et ils demandent aux compagnies ou des chercheurs à l'université ou n'importe qui de prédire un médicament qui va s'attacher au LARC2. Et puis, ils achètent les molécules physiques et les testent dans les laboratoires du Structural Genomics Consortium. Et puis, il y a 2 rondes. Alors, on a les premiers résultats, c'est donné aux participants dans le concours. Ils ont une deuxième chance de refaire ou de donner une nouvelle prédiction. Et puis, tout cela sera divulgué le 15 janvier. On saura quelles sortes d'approches sont les plus performants, quelles compagnies ou quels laboratoires sont les plus performants. Tout le monde a accès à toutes ces informations pour augmenter, en fait, ou améliorer le domaine parce que on peut voir comment les prédictions ont, quels sont les aspects physiques de ces molécules, est-ce qu'ils sont performants ou pas. Et, deuxième phase de cela serait de créer une base de données d'une haute qualité pour encourager des compagnies dans l'intelligence artificielle de créer des nouvelles modèles. Un des problèmes est que chaque entreprise doit créer sa propre banque de données et la qualité, ce n'est pas certain. En créant une nouvelle base de données complètement publique, complètement ouverte au monde, alors on peut le critiquer, on peut voir exactement ce qu'il fait. On espère d'encourager des compagnies d'avoir des données d'entraînement pour des compétitions futures. Et finalement, ils vont investir dans les molécules qui sont dans le domaine où le marché est défaillant. Si les compagnies acceptent de ne pas obtenir un brevet, mais ils ont la possibilité de gagner protection de données par mode de réglementation. Et finalement, Conscience va donner des avis aux compagnies ou des universités de comment créer soit des bases de données ouvertes ou comment avancer un programme de recherche en sciences ouvertes. Les avantages de ces partenariats, surtout, je vais retourner au Canada, c'est qu'en évitant les brevets, ils économisent beaucoup de temps. Quand on parle aux compagnies et pourquoi ils décident de ne pas entrer dans un partenariat avec une université, c'est souvent les problèmes autour des brevets. Ça prend des universités 6 mois jusqu'à 2 ans pour négocier des clauses autour de la propriété intellectuelle. Et puis, surtout les petites entreprises n'ont pas le temps d'attendre, ni les personnes pour s'occuper de cela. Alors, en évitant les brevets, on peut plus facilement créer des partenariats privés-publics et le plus grand nombre, quand on augmente le nombre d'acteurs dans le partenariat, évidemment, le problème de délai devient de plus en plus important. Alors, en évitant les brevets, on peut créer des partenariats assez rapidement, qui est un aspect d'une politique d'innovation.
on a également la possibilité d'augmenter les sources, soit de connaissances ou de financement, parce que les philanthropies des associations des patients, des gouvernements et le secteur privé peut se voir dans ce projet, peut participer dans ce projet parce qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt, tout est ouvert. Chacun a ses propres buts et en sachant que c'est ouvert, les gens sont plus à l'aise à participer. Un exemple, c'est les patients au neuro, lorsqu'ils ont commencé le projet de sciences ouvertes, les patients étaient beaucoup plus contents de participer dans un projet sciences ouvertes parce qu'ils savaient que leur donation pouvait donner suite à plusieurs différentes lignes de recherche. Également, quand on travaille ensemble et on partage des informations, on peut prendre plus de risques. On peut suivre des projets de recherche qui sont moins traditionnels. On peut éviter des médicaments MeToo et on peut vraiment ensemble, parce qu'il y a moins de risques ou le risque est partagé, essayer de trouver des nouveaux cibles pour l'innovation. Et une des raisons que ces partenariats sont, d'après moi, importants au Canada est qu'on a besoin de créer des liens entre le privé et les universités. Investissement dans l'université ne donne pas innovation. C'est vraiment le secteur privé qui avance l'innovation, mais ils ont besoin de la connaissance des universitaires. Nous avons des laboratoires qui sont souvent les plus performants que ceux, surtout au Canada, dans le secteur privé. On a des connaissances à point qu'on peut offrir aux entreprises. On peut former des gens qui sont plus, en sachant les besoins du secteur privé, on peut former des gens qui ont la formation nécessaire. Alors, parce qu'on a un secteur université très performant, mais qui n'est pas connecté au privé, on a besoin de créer ces liens. Également, parce qu'il y a un partage de risques, un partage de financement, c'est plus facile pour des petites entreprises au Canada d'investir dans ces projets. Alors, on espère augmenter le pourcentage d'investissement de ces entreprises. Alors, j'ai un article là-dessus, si vous êtes intéressé, c'est sur l'écran et vous pouvez également me contacter. Merci. Merci Richard. J'en profite pour mentionner que nous aussi, on tient la francophonie à cœur. Ça, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Je laisse la parole désormais. Richard, est-ce que tu peux rester un peu avec nous pour quelques minutes et poursuivre avec la conversation après professeur Baintin? Oui, jusqu'à 13 heures. Fantastique. Professeur Baintin. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup, professeur Moïse. Merci beaucoup au centre, au CRDP, de m'accueillir et de me permettre de participer à cette séance de réflexion collective qui est, je pense, dans la ligne de ce que le professeur Gold vient de présenter. Cette idée que pour innover, il faut échanger, partager, réfléchir ensemble. Et il me semble qu'on a là une dynamique qui peut être en opposition avec l'idée d'une politique nationale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est national, qui est attaché à un territoire quand on envisage l'innovation? Et c'est peut-être autour de cette opposition entre des approches nationales et un savoir apatride que je vais essayer de balancer mon propos avec vous aujourd'hui. Alors, l'innovation, et peut-être qu'il faut commencer par ce point, l'innovation est, si on reprend les classifications de l'OCDE dans son manuel d'Oslo, il y en a une
4e édition qui reprend cette question. L'innovation, elle se distingue habituellement par deux grands aspects. Vous avez une innovation de produit et puis une innovation de procédé. L'innovation de produit, ça va être des biens, des services, des médicaments, pour reprendre les exemples qui ont été proposés par le professeur Gold. Les innovations de procédés, ça va être de l'organisation, du marketing, des modèles économiques, des services, de l'emballage, des ressources humaines, et beaucoup d'autres éléments, mais qui concourent au moins autant à l'innovation que simplement ce que je pourrais appeler d'innovation technologique, l'évolution des modèles économiques, pour reprendre cela. Donc, quand on réfléchit à une politique nationale d'innovation, on doit réfléchir à une politique nationale d'innovation qui dynamise ces deux aspects de l'innovation. Si vous avez une innovation de produit, mais pas d'innovation de service, ou si vous avez une innovation de service sans innovation de produit, probablement déjà que votre politique nationale, elle est bancale et elle aura du mal à atteindre l'objectif que l'on évoque aujourd'hui ensemble, qui est de permettre de nourrir une dynamique nationale, une croissance, une activité positive pour le développement d'une économie nationale et d'un État fondé sur l'innovation. Or, il est assez évident, ça a été dit d'entrée par le professeur Gold et je ne peux que partager son constat. Est-ce qu'il y a des politiques nationales d'innovation? Oui. Est-ce qu'on a besoin de politiques nationales d'innovation? Probablement oui, parce que c'est aujourd'hui vu comme un outil impératif pour permettre d'accroître les propositions de travail, d'accroître l'amélioration de la vie des citoyens, souvent vue sous l'angle des consommateurs, l'amélioration de la qualité de vie, une société plus respectueuse de l'environnement, énormément d'objectifs qui sont des objectifs partagés. Et la politique d'innovation fait alors très directement écho non seulement avec une politique de recherche et développement, une politique industrielle, et on a vu que faire dialoguer politique de recherche et développement et politique industrielle, c'est pas compliqué, et c'est ce que très clairement nous a présenté le professeur Gold, mais cette politique d'innovation renvoie aussi à la politique de l'emploi, à la politique de la compétitivité, de l'environnement, de l'industrie, de l'énergie, et puis on est ici à l'université, renvoie très directement aux politiques de formation, formation initiale et formation supérieure, puisque évidemment, sans formation, de toute façon, il n'y a ni innovation de produits, ni innovation de services qui est possible. Donc, quand on envisage cette politique nationale d'innovation, on comprend très rapidement qu'elle a des ramifications très profondes dans la structuration, dans l'organisation de notre société et dans les politiques publiques de notre société. Et on pourrait presque dire que la bonne politique d'innovation serait celle qui n'existe pas parce qu'elle trouve ses traductions dans toutes les autres politiques structurantes de notre société, ce qui concrètement n'existe pas. Tous les pays ont une politique nationale d'innovation et s'ils n'ont pas, cherchent à se doter d'un programme national d'innovation, d'une politique nationale d'innovation. Autre point qui semble assez évident, et je rejoins ici très directement les propos du professeur Gold, cet objectif national d'innovation, cet objectif qui va permettre à un État de s'inscrire dynamiquement dans l'économie du savoir qui est depuis 25 ans, 30 ans, le moteur de la croissance mondiale, cet objectif ne peut pas être atteint simplement avec des soutiens publics ou avec une politique publique. Et l'un des enjeux clés, c'est évidemment ce dialogue ou cette coopération publique-privée pour la mise en place de cette politique d'innovation. Et émerge alors très directement la question de savoir comment je peux avoir une politique qui est plutôt une démarche logique de haut vers le bas. C'est une action, un gouvernement qui se dote d'une action, qui doit, dirais-je, diriger une action économique et un développement d'un État, et en même temps dialoguer avec le sol, les opérateurs économiques qui ont, eux, des objectifs de gestion, de croissance, de financement, de retour sur investissement, qui ont pour objectif éventuellement de ne pas faire faillite, tout simplement, ou d'arriver à se refinancer dans un troisième, quatrième tour de table. Vous prenez les opérateurs économiques comme vous le voulez, mais ils ont évidemment des dynamiques, des calendriers, des contraintes, des obligations qui ne correspondent pas nécessairement aux logiques, aux dynamiques qui conduisent ces politiques publiques. Et
Et ce point de friction entre les deux est évidemment un terrain extrêmement compliqué pour permettre à une politique nationale d'innovation d'être une politique nationale à succès. Donc, on voit la politique elle-même est extrêmement complexe à structurer, mais en plus, pour qu'elle atteigne un succès, elle doit se trouver à une interface avec des opérateurs économiques indépendants qui ont des contraintes propres, connues et objectives, qui vont avoir souvent bien du mal à corréler au moment donné les objectifs publics. Et il y a des investissements, ça a été dit, les États consacrent des sommes substantielles. L'Union européenne, c'est à peu près 2,3% du PIB de l'Union européenne investi en R&D. Les États-Unis, ça a été évoqué, 3,45, le Japon, 3,26. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent et ce n'est pas sûr qu'il y ait du succès. Et on va essayer de voir comment les choses avancent. Donc, je vais essayer d'organiser mon propos dans une approche bien franco-française en deux parties, simplement pour nourrir le clin d'œil et essayer de montrer cette omniprésence des politiques nationales qui prennent des formes variées. On en a eu des exemples ici. Et puis, cette limite à ces politiques nationales face à un savoir, des connaissances pluriformes et qui, à mon sens, ne sont pas attachées à des questions nationales. Et donc, on est tous nourris par une dynamique nationale, mais face à quelque chose qui échappe à une logique locale, nationale, et le rapport entre la nationalité, la souveraineté, et le savoir et l'innovation, je vais essayer de vous montrer, est un rapport qui marque aussi des très fortes limites à notre dynamique. Donc, une politique d'innovation nationale, on la croise partout et c'est certainement dans la logique des États un outil nécessaire pour répondre à la compétition internationale, interétatique. Donc, on voit bien que les États vont avoir ainsi une relation de compétition qui peut être vue de façon saine, une émulation pour permettre de faire émerger les meilleures innovations sur son territoire ou d'attirer les meilleurs savoirs sur son territoire, et les États se répondent de façon compétitive. Alors, par grand bloc, Inde, Chine, États-Unis, Canada, Union européenne, mais si on regarde au sein de l'Union européenne, il y a aussi une compétition interétatique entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, et ainsi de suite, pour nourrir aussi cette compétition de recherche. Donc, non seulement, si je prends l'approche européenne, on a indéniablement une politique de l'Union européenne en faveur de l'innovation, mais cette politique s'articule avec des politiques nationales qui se vivent en concurrence. Il n'y a pas une main dans la main entre l'Allemagne et la France. Il y a une politique française, une politique allemande qui s'articule parfois avec des programmes binationaux et puis qui parfois s'appuie aussi avec des programmes de l'Union européenne, mais ce n'est pas une politique de l'Union européenne. Et on voit bien ici cette compétition qui existe au sein de l'Union. Je vous renvoie rapidement à un exemple très simple d'organisation ou de logique politique qui est simplement les premiers articles du Code de la recherche en France, les articles L111.1 et suivants. Ça débute par la politique nationale de recherche et de développement en technologie vise à accroître les connaissances, partager la culture scientifique, valoriser les résultats de la recherche. C'est exactement ce qui a été prévu et c'est le premier article du Code de la recherche dans la logique, vous savez, de codification très systématisée du droit français. Et voilà, on commence par ça. La recherche, c'est d'abord une politique nationale de recherche. Donc, il n'y a pas de doute, on a bien une politique, elle est tellement forte qu'on la codifie dans ses principes, dans notre droit interne. C'est une politique à long terme qui doit accompagner la recherche fondamentale, un petit clin d'œil rapide aux sciences humaines et sociales, et on referme la porte, on n'en parlera plus du tout par la suite, une idée d'une politique globale d'échange et de coopération scientifique, notamment avec l'Union européenne, on retrouve ce qui a été évoqué par le professeur Gold, et puis l'idée de construction d'une stratégie nationale pluriannuelle avec un programme à 5 ans coordonné entre le ministre chargé de la recherche et la société civile. La fameuse interface que l'on développait, mais qui correspond quand même à un programme de recherche très marqué par une logique politique et une logique administrative
qui probablement ne sied pas parfaitement à un environnement hyper hétérogène, parce que vous avez la recherche de grands groupes structurés, groupes publics, groupes privés, vous avez la recherche des opérateurs de taille intermédiaire, et puis vous avez la recherche foisonnante de toute une série de startups qui existent en Europe comme elles existent en Amérique du Nord. Cette approche nationale, vous retrouvez aussi des idées similaires dans le droit de l'Union européenne. L'article 173 du traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union et ses membres veillent aux conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union européenne. Et sur ce fondement-là, les articles 179 à 190 du traité de fonctionnement de l'Union européenne organisent les conditions dans lesquelles l'Union européenne adopte, porte, gère un programme d'innovation de l'Union européenne. Et c'est ce que vous connaissez peut-être sous le titre de programme Horizon 2020, qui a été remplacé par un programme Horizon Europe et qui a fait suite à toute une série de ce qu'on appelait avant les PCRD, les programmes cadres de recherche et développement de l'Union européenne. À chaque programme, on augmente les milliards. Je crois que le programme Horizon Europe, c'est 93 milliards d'euros de financement pour 5 ans, ce qui reste finalement assez substantiel dans cette démarche. Les logiques sont toujours les mêmes. Nourrir une politique publique pour assurer la croissance des États de l'Union européenne. Toutes ces politiques font l'objet en parallèle d'énormément de rapports. Donc, vous avez aussi une lecture critique des politiques qui sont conduites et les rapports se succèdent sans grande conviction. C'est-à-dire que ça fait maintenant 40 ans qu'on enchaîne les politiques publiques d'innovation, ça fait 40 ans qu'on a des rapports d'évaluation de grande qualité, ça fait 40 ans qu'on renouvelle à peu près de la même façon ces politiques publiques et les rapports notent qu'on développe, qu'on investit, qu'on dépense, mais on n'arrive pas à évaluer une performance de ces politiques. C'est assez évident. Et je crois que cette question de la performance soulève des difficultés parce que la lecture par performance est une lecture à court terme. Or, on l'a dit, développer un médicament, ça peut prendre 20 ans. Donc, comment je vais apprécier la performance du programme européen de recherche et développement sur 5 ans quand, en fait, probablement que les conséquences réelles seront dans 15 ans ou dans 20 ans. Et j'aurais beaucoup de mal à faire un rapport dans 20 ans qui arrive à démontrer que ce que j'arrive à faire aujourd'hui est très largement basé sur ce que j'ai fait il y a 15 ans grâce à cette politique publique qui a été conduite il y a 15 ans. Et il faut bien dire ici que du point de vue de la logique politique, de l'administration de l'État, c'est très frustrant parce que jamais on rattachera une bonne action à l'administration ici. Et je comprends la grande difficulté au point de vue aussi bien du personnel politique que du personnel administratif qui conduit ces politiques publiques, la grande frustration de jamais être capable de démontrer réellement la qualité des choix, la qualité des politiques qui ont été conduites parce que les temps sont longs et ces politiques publiques sont très directement tournées vers la frustration des opérateurs économiques qui vont dire on ne trouve pas ce dont on a besoin, ça ne va pas assez vite, c'est trop compliqué, les contrats sont trop longs, les subventions arrivent trop tard, le remboursement du crédit d'impôt recherche est trop long, arrive à trop de complications administratives et ça ne marche pas. Parce qu'on retrouve ce que j'ai évoqué, cette interface de 2 temps différents, un temps de recherche long qui est très souvent une recherche fondamentale et un temps de recherche plus court qui est une recherche appliquée qui a aussi besoin d'accompagnement public. Et toujours les mêmes problèmes avec des lectures très symétriques. La politique d'innovation appelle aussi une politique d'éducation scientifique, d'éducation à la recherche, qui prend elle-même un temps très long, appelle une industrie qui est présente et qui va être capable de répondre aux propositions d'innovation. Et l'Europe s'est très largement désindustrialisée. Donc, si on veut avoir une politique d'innovation qui génère un emploi en aval de l'innovation, il faut que vous ayez des ressources industrielles locales pour mettre en œuvre ces industries, ces innovations, excusez-moi. Or, l'Europe, c'est notamment la France, mais pas que la France, s'est développée dans une logique d'innovation sans usine. Donc, on voit bien que l'innovation produite ailleurs ne génère pas tout à fait le même tissu économique que l'innovation produite localement. Et
réindustrialiser, ça prend aussi du temps. C'est au moins 10 ans pour reconstruire un tissu industriel avec des compétences, une productivité, et ainsi de suite. Et la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat, là encore ça a été évoqué avec raison, eh bien c'est quelque chose qui est aussi très long à implanter et il est clair qu'on est en Europe très très loin de cette culture du risque, cette culture on fonce et on voit ensuite, qui est une extraordinaire caractéristique de la culture américaine et qui conduit très certainement aux États-Unis à beaucoup d'échecs, mais aussi beaucoup de succès. Et où une société admet autant les échecs que les succès, et on verra après ce qui reste une fois qu'on a tout lancé. Donc, ces politiques publiques, elles ont beaucoup d'intérêt, elles vont permettre de lancer énormément de recherches fondamentales dont on a besoin, elles vont chercher à créer des phases d'interface entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, elles vont proposer, on l'a dit, des logiques de collectivisation des risques qui sont essentielles parce que plus vous faites de la recherche fondamentale, plus vous avez une chance que le résultat de la recherche soit intéressant, mais n'emporte rien qui permette directement un retour sur investissement. Et donc, il faut partager ce risque. C'est certain. Le taux d'échec étant connu, c'est 80% d'échecs, quelle que soit votre activité. Et on doit avoir ces 80% d'échecs. Il n'est pas possible de sélectionner simplement le succès. Alors, premier terrain ici qui va être pour moi une réserve, c'est aucune réelle politique publique d'innovation tourne autour d'autre chose que l'innovation de produits, c'est-à-dire de l'innovation technologique. Et on en a parlé avec le secteur du médicament. Mon propos n'est pas du tout de dire qu'il ne faille pas faire de la recherche technologique, mais à mon avis, la première très grande faiblesse de nos politiques publiques, c'est qu'elles cherchent des métriques. Le brevet est une excellente métrique, j'y reviendrai, et donc on va voir. On a un concours d'innovation, de politiques publiques qui doivent mener à des brevets parce que ça nous donne une métrique de succès. Et pendant ce temps-là, eh bien, on oublie quelque chose de majeur, c'est la dimension non technologique de l'innovation. Dimension non technologique qui est fondamentale parce que c'est certainement ce qui permet le passage de l'invention au marché. Et je vais vous donner un seul exemple qui est flagrant et connu de nous tous, c'est évidemment le cas de Google. Google était une start-up parmi 1000 autres sans modèle économique, et le tournant de Google, ce n'est pas sa technologie, c'est l'arrivée d'Eric Schmidt, qui est un homme du marketing qui vient de chez Pepsi et qui fournit le modèle économique. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de métrique là-dessus, mais on va créer cette idée de commercialiser des mots-clés, ce qui va permettre de transformer le moteur de recherche en régie publicitaire et de générer un revenu formidable avec cet outil. Ça, c'est du modèle d'affaires, c'est de l'innovation essentielle, c'est structurant aujourd'hui pour nous tous et c'est en rien de l'innovation technologique. Et nos États, en Europe notamment, passent tous à côté des enjeux centraux de l'innovation non technologique au travers des politiques publiques. On ne fait rien pour ce champ-là et donc on est déjà bancal pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Autre difficulté, et j'avance dans mon propos, le temps coule, c'est l'écart évidemment entre ces politiques publiques et leur réception par les opérateurs privés, notre fameuse interface. Et c'est un écart qui est très vieux. Je vous renvoie à l'article 7 de l'accord ADPIC qui, à mon avis, cristallise cet écart majeur. L'accord ADPIC, vous le savez, est une annexe du traité de Marrakech de 1994 qui donne naissance à l'Organisation mondiale du commerce, et on nous dit, eh bien voilà, la protection, le respect de la propriété intellectuelle va contribuer à la promotion de l'innovation technologique, au transfert de la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de tous. Oui, mais ça, c'est une déclaration d'État qui s'engage. Jamais une entreprise titulaire de technologie n'a été tenue par cet engagement international. Et donc, vous avez, au travers de la planète, des dizaines de pays qui ont dit, mais l'article 7, là, comment on le rend efficient? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Eh bien, rien, parce que tous les États qui ont négocié cet article 7, qui ont poussé à cet article 7 comme une justification politique aux accords ADPIC, et je suis plutôt convaincu pour ma part de l'intérêt des accords ADPIC, mais on est là porteur d'un énorme mensonge. C'est que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une politique
de propriété intellectuelle, qu'on a un transfert de technologie, qu'on a un partage de connaissances qui se met en place. Et évidemment, les États ne peuvent pas s'engager pour ce qui relève de la propriété ou des stratégies de propriété d'opérateurs privés. Et je peux même ajouter ici que si je prends simplement le cas de la France, il y a énormément d'institutions publiques en France qui sont elles-mêmes propriétaires de technologies et jamais l'État français, pour mettre en œuvre cet article 7 dans lequel il s'est engagé, n'a mis en place une politique générale de transfert, d'accès, de partage des connaissances des structures publiques vers des États extérieurs. Donc, on voit que ces politiques, elles restent très tournées vers la souveraineté, vers l'approche nationale, et c'est une autre difficulté, parce que ce n'est pas la logique des entreprises. Quand je suis un opérateur économique, je ne suis pas souverain, j'offre, réponds à la demande dans un marché global. Et vous avez une politique nationale tournée probablement vers une logique électorale et une approche économique d'opérateurs privés qui non seulement ne sont pas dans la dynamique des politiques publiques, mais qui en plus sont assez peu tournés vers des enjeux de souveraineté. L'enjeu pour moi, c'est essentiellement d'avoir des clients, d'avoir un retour sur investissement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et des subventions, si j'en ai pas en France, j'en trouverai aux États-Unis. Et ça déborde de subventions aux États-Unis aujourd'hui. Donc, je vais là où il y a le meilleur offre. Et quand eh bien, les évolutions des politiques ont fait que Volkswagen a décidé d'installer une usine plutôt aux États-Unis qu'en Allemagne, c'est parce que Volkswagen, son premier enjeu, c'est de répondre à ses actionnaires, c'est pas de répondre à une politique publique allemande. Et c'est le même pour tous. Alors émerge pour nous la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une politique nationale ou comment on comprend une politique nationale et est-ce qu'il y a un pouvoir d'attraction ou un pouvoir de contrainte dans ces politiques nationales. Quelques exemples. Crédit d'impôt recherche, c'est l'outil central en France, mais dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est à peu près 60% de l'action publique française de financement indirect de la recherche, mais le crédit d'impôt, il relève non pas d'une approche souveraine ou nationale, il suppose simplement que l'opérateur est une entité soumise à l'impôt sur le territoire français. Donc, je suis un laboratoire, une société canadienne, je veux faire de la R&D avec un soutien public, je peux m'installer au Canada, eh bien, je peux aussi m'installer dans la banlieue de Paris, trouver des subventions à l'installation pour mon laboratoire, et puis faire payer 30% de mon coût de R&D par les politiques publiques françaises. J'obtiendrai peut-être des innovations, j'obtiendrai peut-être des brevets. Est-ce que c'est la politique nationale qui compte ici ou est-ce que c'est la stratégie de l'opérateur privé? Eh bien, certainement que politiquement, on dira on a attiré des opérateurs étrangers en France, mais on peut dire aussi qu'on finance par les fonds publics français une multinationale étrangère. Les deux sont vrais. Qu'est-ce qui prime dans l'analyse de ces politiques? Autre exemple, aux États-Unis, il ressort aujourd'hui qu'un tiers des innovations est le fruit de travailleurs étrangers. Est-ce que c'est une politique nationale d'innovation ou est-ce que c'est une opportunité pour des travailleurs étrangers? Est-ce que ce qui compte, c'est le lieu où on fait, le financement ou l'intellect qui produit l'innovation pour dire que c'est une innovation nationale ou non nationale? Autre exemple, l'exception de text and data mining dans le mécanisme européen où l'Union européenne a voulu très largement ouvrir les bases de données, notamment les bases de données propres au sein de l'Union européenne en faveur du développement de l'intelligence artificielle, sauf que si on a beaucoup de bases de données en Europe, on a très peu d'opérateurs qui ont développé des outils d'intelligence artificielle performants. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que ce sont des opérateurs chinois et américains qui vont venir entraîner leurs outils d'intelligence artificielle dans des bases de données de l'Union européenne. C'est peut-être très bien. Est-ce que ce sont encore des innovations européennes qui vont en découler? Ben, ce n'est pas sûr. Et pourtant, c'est bien une politique européenne en faveur de l'innovation qui conduit vers cela. Dernier exemple, avant de passer rapidement à ma seconde partie, eh bien, c'est évidemment le modèle chinois, politique très intégrée, politique de développement fondée sur l'innovation, avec une grande contrainte sur les opérateurs. Et c'est le fameux deal entre vous avez accès
mon marché si vous me transférez des technologies. Et on voit que ça nourrit très fortement la croissance chinoise, mais on ne peut pas lire ça sans mettre en face l'incroyable investissement chinois en faveur de l'éducation. Éducation primaire, secondaire et supérieure qui s'est fait pendant la même période. Et vous avez donc un transfert de technologie qui peut être reçu par des populations formées jusqu'à ce que, on acquiert une autonomie technologique et qui s'accroît jour après jour. Donc, dans tout ça, est-ce qu'on a réellement des politiques nationales? Oui. Est-ce qu'elles ont un effet national? Ça va vraiment varier d'un cas à l'autre. Et je poursuivrai rapidement ici. Ces politiques publiques, à mon sens, n'aboutissent pas à une souveraineté du savoir, à une souveraineté de la connaissance, parce que le savoir est apatride. On l'a évoqué tout à l'heure avec la science ouverte. À partir du moment où la science est ouverte, je peux utiliser les connaissances n'importe où dans le monde. Donc, quand j'ai une politique de science ouverte qui est financée par des fonds fédéraux canadiens, de mon point de vue de chercheur, c'est formidable, mais ce qu'il en sort n'est clairement pas une connaissance canadienne. C'est une connaissance accessible à tous et qui va permettre à tous de nourrir notre recherche et d'avancer dans la connaissance et la construction de savoir international. Et il y a alors ainsi une certaine asymétrie entre des politiques publiques nationales et la capacité à produire des innovations. Je prends un exemple simple. Si l'opérateur américain est finalement plus réactif à exploiter le savoir canadien, on aura bien un savoir financé au Canada, mais probablement une innovation qui générera des revenus au bénéfice d'un opérateur américain. Est-ce qu'il ne fallait pas faire la politique publique canadienne? Ce n'est pas du tout mon propos, mais on voit alors la difficulté pour l'État qui devra quand même un jour avoir des recettes pour maintenir les investissements publics. Il n'y a pas d'État sans recettes et il faut assurer des recettes pour les États. Et on a ici un double mythe sur lequel je voudrais quand même passer quelques minutes si je peux. Un mythe de la souveraineté attachée au savoir et un mythe de la propriété intellectuelle comme marqueur d'une puissance d'un État. D'abord, le mythe de la souveraineté. Donc la souveraineté, vous voyez, c'est l'idée qu'un État n'est pas soumis aux autres États. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui, à mon avis, revient très fortement dans les discours publics et qui revient peut-être dangereusement très fortement dans les discours publics. Or, il y a une absence de souveraineté sur le savoir. Le savoir n'est pas soumis à un pouvoir d'un État. Le savoir, c'est une connaissance. Dès lors, j'y ai accès et les outils contemporains accroissent l'accès au savoir. Peu importe l'endroit d'où est généré le savoir, c'est quelque chose qui se dégage de toute approche de souveraineté. Et vous mettez en face de ça un autre mythe aujourd'hui qui est l'indépendance technologique. L'enjeu de souveraineté dans l'économie du savoir est d'assurer l'indépendance technologique. L'indépendance technologique des États-Unis, l'indépendance technologique de la Chine, l'indépendance technologique de la France, de l'Allemagne. Si on est un petit peu moins obtus, l'indépendance technologique de l'Union européenne. Mais on est en présence de politiques qui fonctionnent sur ça. Or, on le sait tous en tant que spécialistes de propriété intellectuelle, personne n'est indépendant. On a des croisements de biens intellectuels, des logiques de cumul de droits, d'articulation, et il n'y a pas un opérateur dans le monde, quel que soit son domaine, qui vit avec que ses propres technologies. Tout le monde va chercher des technologies de tiers et de tiers étrangers. Donc, on nourrit un mythe qui ne fonctionne pas du tout dans la pratique. Et ce mythe est nourri, par exemple, par les classements de brevets. Vous avez tous vu ces classements nationaux fournis par les offices, fournis notamment par l'OMPI, et qui vient nous dire, cette année, tel pays a déposé le plus de brevets. Mais ce sont des concours de cours de récréation, ça ne va pas bien au-delà de ça. Est-ce que parce que j'ai 2000 brevets de plus que l'autre État, je vais être meilleur? Probablement pas. On oublie ici, dans bien des cas, la différence entre quantité et qualité. On oublie la dimension territoriale du brevet. Est-ce que c'est hyper important d'avoir beaucoup de brevets en France si finalement je n'ai que des brevets en France et pas ailleurs? Non, parce que le marché français n'est pas un marché pertinent. Donc si j'ai que mes brevets en France, perdez pas d'argent avec vos brevets, faites autre chose, parce que ça ne sert à rien. Si vous voulez une vraie politique puissante basée sur vos brevets, alors il faut les valider dans 15-20 pays dans le monde, mais pas du tout simplement en France. Donc la question de savoir est-ce que j'ai beaucoup de brevets en France, en fait, ça ne sert à rien, si ce n'est à flatter l'INPI, à flatter les politiques publiques.
Et c'est la même chose partout dans le monde, hein. Ce n'est pas que français, cela va de soi. Et autre point, je vais passer rapidement, la dynamique de l'open innovation, qui est une dynamique structurante de la recherche dans le monde, et pas simplement pour les entreprises, ça a été présenté par le professeur Kolb, cette dynamique d'open innovation, elle est évidemment dans un rapport conflictuel avec cette approche souveraine, nationale du savoir. Et je renvoie ici aux travaux de Chesbrough. Il a travaillé sur l'open innovation dans une logique de management des entreprises, mais le passage du micro au macroéconomique est tout aussi vrai. L'innovation se fait dans le partage, et le partage du savoir, on participe tous à des congrès, ce n'est pas lié à notre nationalité, c'est lié à nos recherches respectives. Enfin, toujours dans ces mythes de la souveraineté, c'est le rapport entre l'innovation et l'entrepreneuriat. Et on voit là encore qu'il est très difficile de penser une logique entrepreneuriale attachée à une approche nationale ou une approche souveraine. Quelques exemples nourris de notre crise sanitaire. BioNTech, c'est une société allemande, mais fondée par des Turcs. Moderna est une société américaine avec des chercheurs venant du Liban, du Maroc, d'Italie, un chef d'entreprise qui vient de France. Est-ce que c'est une société américaine? Est-ce que ce sont des technologies américaines qui sont là? Eh bien, je vous laisse libre, évidemment, d'en discuter. Alors, pour finir, les limites de la propriété intellectuelle, eh bien, c'est à peu près ce que l'on a évoqué. Mes brevets, oui, mais premièrement, mes brevets emporteront le partage de ma connaissance, donc ça ne vient pas limiter l'effet de l'accès, ou très très peu. Et puis, deuxième temps, mes brevets sont des propriétés, donc c'est une logique d'opposabilité. Certes, je peux opposer mon brevet sur les territoires où ils sont délivrés, mais ailleurs, on n'a rien à faire du brevet. Et ici, il y a une grande mystique du brevet, parce que la territorialité des brevets aujourd'hui est assez faible. La densité de brevets reste assez faible. Alors, le Canada, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, la Chine, le Japon, il y a une très forte densité. C'est indéniable. Et pour les opérateurs économiques, c'est probablement compliqué et donc coûteux de faire le départ dans ce magma de brevets. Mais enfin, il faut être honnête, il n'y a pas que l'Amérique du Nord, l'Union européenne, le Japon et la Chine dans le monde. Et il y a plus d'un tiers de la population mondiale qui vit dans un environnement à très faible densité de brevets, mais pour qui le savoir est là. Et les politiques publiques devraient bien plus exploiter la liberté d'exploitation de ces connaissances qui sont proposées par les bases de données de brevets. Autre mythe, c'est la propriété intellectuelle comme stimulant. Je ne crois pas du tout que le brevet stimule une quelconque forme de développement de connaissances. Il stimule l'investissement, mais si vous investissez mal, si vous investissez sans avoir de cerveau, vous arrivez absolument nulle part. Et stimuler l'investissement, c'est pas stimuler la capacité intellectuelle à produire des innovations. Or, l'enjeu, c'est bien de stimuler la capacité intellectuelle à produire des innovations, ce qui veut dire stimuler la recherche, le développement et stimuler la capacité entrepreneuriale, non pas simplement au sens d'avoir de l'argent, mais d'avoir la culture du risque, la culture de la gestion, la culture de la construction d'un projet entrepreneurial. Tout ça, la propriété intellectuelle, il faut bien le dire, est très, très, très indifférent. Alors, qu'est-ce qui reste de la propriété intellectuelle dans des politiques nationales? Eh bien, c'est le secret. On retourne 200 ans, 300 ans en arrière. Si je veux défendre un savoir national dans une politique nationale souveraine, eh bien, il faut que je tienne mes connaissances secrètes. C'est fait, mais c'est très peu fait, peut-être dans quelques domaines, je ne sais pas, du nucléaire militaire ou des choses comme ça. Mais finalement, ça reste très vite marginal. Deuxième approche, eh bien, c'est le contrôle des investissements étrangers qu'on voit revenir au galop un peu partout dans le monde avec l'idée que ça va protéger la souveraineté technologique nationale. Et vous trouvez des acheteurs chinois qui sont exclus en Allemagne, vous trouvez des acheteurs européens, américains qui sont exclus en France, vous trouvez la semaine dernière un opérateur français qui est exclu de l'Italie, donc on se resserre. Mais est-ce que ça va sauver votre connaissance? Si je suis un entrepreneur et que je ne peux pas revendre mon entreprise alors que c'est le modèle économique de base de la start-up et des fonds d'investissement qui ont accompagné la start-up, est-ce que je protège l'innovation locale ou est-ce que je décourage l'entrepreneuriat? Parce que si je ne peux pas sortir de mon projet d'entreprise, ben peut-être que je ne ferai pas de projet d'entreprise. Et évidemment, l'État qui mobilise ses lois contre l'investissement étranger pour protéger
les licornes nationales ne proposera pas en face de racheter l'entreprise à la place de la société américaine, allemande, chinoise, que vous voulez, qui proposait quelques milliards. Même chose avec les politiques de l'Union européenne face aux achats prédateurs. L'idée que Google ou Facebook vont acheter très tôt des startups très chères simplement pour empêcher l'émergence d'une technologie qui pourrait leur être concurrente. Très probablement qu'il y a une démarche de prédation, mais très probablement aussi que s'il n'y avait pas l'espoir de sortir avec un gain, on n'aurait pas eu de culture d'entrepreneuriat, on n'aurait pas eu nos licornes européennes. Et on voit ici la énième approche nationale, mais qui risque finalement de consommer en grande partie la dynamique qu'on essaye de créer par ailleurs. Je vous remercie.